tous dans ce nouveau débrief. Dakar a été durant toute une semaine la capitale de la mode africaine avec la 6e édition de la Dakar Fashion Week, un événement qui nous sert de prétexte aujourd'hui pour parler de l'industrie de la mode africaine, son potentiel, ses richesses, mais également les difficultés rencontrées par les acteurs. Et nous sommes avec Alia Barry, elle est designer de nationalité nigérienne basée à Dakar. Merci Alia. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur Médian TV Afrique. Un plaisir pour moi d'être là surtout. Voilà. Avec elle, Jean-Kassim Dembélé, également artiste créateur de mode de nationalité malienne. Bonjour. Merci. Oui, bonjour à tout le monde. Déjà, ça fait un plaisir d'être là avec vous. Et puis, je pense qu'on va bien s'amuser. Voilà, un plaisir partagé en tout cas. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose ce reportage avec la complicité de la riche. Leur définition de la mode africaine. Elle est tout simplement très belle. Fantastique, vibrante. Très riche. Et c'est parti pour l'édition 2018 de la Dakar Fashion Week. Le monde de la mode s'est donné le ton pour célébrer la richesse culturelle de l'Afrique, particulièrement la beauté noire dans toute sa splendeur et l'émancipation de la femme. Je voulais montrer la beauté de la femme africaine, mais dans un thème vintage. Voilà, ne pas rester dans le cadre femme africaine, un truc traditionnel. Pour l'initiatrice, le continent africain a beaucoup à offrir sur le plan culturel. Le thème de cette année, c'était My Africa, mon Afrique, et c'est une façon, c'est pas un thème lié forcément à l'habit, mais c'est une façon de faire une réflexion sur notre Afrique et de pousser les jeunes à avoir un peu des slogans comme ça. Si Dakar est considérée comme la capitale de la mode africaine, la culture, de manière générale, reste un pont entre le Sénégal et le reste du monde. C'est la mode, mais c'est aussi l'artisanat, c'est le design, c'est aussi mettre l'Afrique au cœur de la planète. Au-delà des défis à relever par les stylistes, il s'agira d'associer l'artisanat et la musique. Voilà, des images signées Christian Roland Camonet. Vous l'avez vu, Dakar a vibré au rythme de la Dakar Fashion Week. Déjà, votre appréciation par rapport à cet événement? Je suis très heureuse. D'abord parce que Dakar a vibré au rythme de la mode pendant quelques jours et ça fait toujours plaisir. D'autre part, ça nous donne à nous, créateurs, de montrer nos capacités, une fenêtre sur le monde. Donc parfois, on n'a pas forcément cette visibilité-là. Donc c'est très important pour nous et surtout quand on a des événements de cette qualité-là. Je tiens vraiment à remercier Adama qui depuis des années renouvelle année après année un show de qualité en faisant venir des gens également de l'étranger et surtout nous donner les moyens à nous d'avoir cette plateforme avec des mannequins vraiment expérimentés et une plateforme magnifique. Voilà, Adama que nous saluons aussi au passage. Alors Jean-Kassim, vous avez participé à l'événement? Oui, j'ai participé à l'événement. En plus d'être designer, je travaillais dans le backstage, j'étais avec l'équipe. Oui, c'est fut un plaisir d'être à Dakar avec cet événement qui a 16 ans de vie et à peu près la moitié de mon existence. Donc du coup, franchement, c'est fut une belle expérience de participer à cet événement et puis avec les mannequins qui sont vraiment à la hauteur, les designers aussi, le choix des lieux, les designs, et puis voilà, tout était vraiment bien pour que nous on puisse s'exprimer vraiment comme il faut, qu'on puisse montrer nos collections, nos savoir-faire et puis parler de cette mode africaine. Alors, par rapport à vos créations déjà, parlez-nous des thèmes que vous avez choisis pour le défilé de cette année. Bon, ça c'est ma deuxième collection déjà, parce que je suis jeune créateur. Je n'ai pas encore une année de vie, mais c'est ma deuxième collection que j'ai vraiment travaillé. J'ai travaillé surtout avec le bazin et puis un tissu qu'on appelle nanguiné au Mali. C'est un tissu qui est un peu délaissé par le Malien parce qu'on ne donne pas cette valeur à ce tissu. Les gens ne voient pas qu'on peut le porter. C'est le même tissu que je porte comme ça. Et la manière dont on peut mettre le bazin dans la teinture, c'est cette manière dont même on peut mettre ce même tissu dans la teinture. Donc elle peut donner des couleurs jolies,
comme je porte là. Donc j'ai vraiment voulu comparer ces deux tissus, le basin dans la teinture puis le nanguiné, et puis faire des modèles assez simples puis larges que tout le monde puisse porter. Donc à travers cette création, vous avez voulu véhiculer un message. Un message surtout, pour que les gens vraiment arrivent vraiment à porter ce tissu, que c'est pas... Et ce tissu est plus adapté même à notre climat surtout. Et aussi, de passage aussi, j'ai nommé cette collection Ngolo. Ngolo, qui signifie? Oui, qui signifie, c'est un prénom, c'est le prénom de mon grand-père, père son âme maternelle. Et il fut le député de Sigasso de la 3e région. C'est un homme assez joyeux, très joyeux, mais quand tu le vois, il est assez agressif. Tu penses que c'est quelqu'un de méchant, mais alors que c'est quelqu'un de voilà, cool, donc ce tissu est plus adapté au climat. Au climat, et puis malien. Donc voilà, j'ai vraiment plus montré ce côté, en fait. Africain de ce tissu, puis le mélange de ces deux matières pour que les gens voient les nuances en même temps. Voilà, et vous aussi, comment s'est fait le choix de vos thèmes? Alors moi j'ai présenté 2 collections. Donc la première était dans les tons vert très doux et blanc, dans la mesure où je voulais représenter la femme fleur, la femme dans son innocence. Le thème de la collection, c'est la nymphe. Donc les fées des forêts, donc ce côté assez léger, des volants. Je voulais sortir un peu de ma zone de confort parce qu'en règle générale, je suis plus dans des découpes assez près du corps et assez très féminisées. Donc là, j'allais un peu en dehors de ma zone et ce que les gens ne comprennent pas souvent, c'est que nous, les designers, on véhicule aussi des émotions. Moi, en tout cas, chaque collection représente aussi une étape de ma vie. Donc on peut lire en moi, on peut lire l'état dans lequel je suis ou dans l'état dans lequel j'étais au moment de la collection à travers cette collection. Et là, il y avait beaucoup d'émotions, il y avait beaucoup de... C'était cette innocence-là, aussi de la femme un peu amoureuse, la femme amoureuse et qui se développe, mais ce côté assez innocent de pureté, de blancheur. Donc c'est ce que j'essaie de retranscrire. Parfois les gens peuvent me reprocher de ne pas être assez africaine, entre guillemets, dans le choix des matières ou quoi. Mais je trouve que justement un des problèmes, c'est que dès qu'on parle d'Afrique, de mode africaine, en tout cas Afrique de l'Ouest, les gens voient le pagne, le wax, les tenues traditionnel, c'est quelque chose que je pratique, que je fais au quotidien, mais quand par exemple je ne veux pas me restreindre à ça lorsque j'ai une émotion ou un fil conducteur à mener. Et mais parlons même de restrictions, cela prouve même déjà par rapport à vos collections, cela a bien mis en valeur la beauté noire africaine. Donc ce qui veut dire que le moderne et le traditionnel sont de pair. Tout à fait. Pour moi, c'est étroitement lié et je pense aussi que le salut de la mode africaine, de la mode des designers africains est justement de s'ancrer dans la modernité. C'est-à-dire, comme on dit, les yeux levés vers le ciel, la tête dans les étoiles, en regardant l'avenir, mais les pieds ancrés dans les racines et dans notre culture. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de retranscrire, par contre, dans ma deuxième collection, qui est la nouvelle, qui est, on va dire, mes émotions actuelles. Celle-ci est intitulée Tatouage. Et c'est vraiment une métaphore de la vie où, en fait, on retrouve dans toutes nos cultures, peu importe Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, on retrouve cette notion de marquer notre peau de notre identité et les scarifications. Par exemple, moi je viens du Niger, les tribus Hausa, il y a des scarifications sur les joues. On pouvait reconnaître une personne de sa région en fonction du nombre de traces qu'on mettait et qu'on marquait à l'âge, au passage adulte. Il y a également, par exemple, les peuls qui tatouent les gencives, les lèvres. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée et on retrouve ça dans d'autres cultures à travers le monde et j'ai voulu retranscrire ça en montrant, donc en fait pour moi c'est les expériences de la vie qui nous marquent dans notre chair. Souvent les gens quand ils se tatouent, c'est qu'ils veulent se commémorer ou ils veulent s'inscrire quelque chose. Moi-même je me suis fait tatouer quelque chose pour me rappeler au quotidien. Pour vous rappeler vos origines. Et déjà même par rapport à vos origines, vous parlez tout à l'heure d'enracinement. Déjà vous êtes originaire du Niger. Niger, le pays où on a créé carrément le Festival international de la mode africaine en 1998. Déjà, comment voyez-vous la progression de la mode africaine, surtout au Niger?
Pierre? Écoutez, avec Alfadi, qui est, on va dire, le pape de la mode en Afrique de l'Ouest, et justement, l'événement qu'il avait créé en 98 avait été quelque chose de totalement novateur à l'époque, et j'avais eu la chance d'y assister. À l'époque, j'avais 17 ans, et je peux vous dire que la magie d'avoir un événement dans le désert, et à l'époque, il y avait des créateurs étrangers, Kenzo, Jean-Paul Gaultier avait envoyé sa collection, des grands noms. C'était quelque chose de merveilleux. Ça avait changé la donne, et ça, quoi qu'il arrive, on ne pourra jamais enlever ça à Alfadi, et on pourra toujours, nous, les créateurs d'aujourd'hui, le remercier parce qu'il a ouvert la voie. Et il nous a montré que c'était possible et que l'Afrique pouvait donner un spectacle de choix. Et c'est ce qui a inspiré les générations d'aujourd'hui et des personnes comme Adama qui continuent à faire jaillir ça partout. Comme vous aussi et Jean Kassim, n'est-ce pas? Comment voyez-vous la mode africaine de manière générale? Bon, déjà, moi, le mot mode africaine, bon, ça ne me dérange pas, mais c'est un peu ambigu en fait. Parce que moi, déjà, je ne vois pas la mode. La mode est universelle pour moi, parce que on peut dire que la mode africaine, on a des inspirations africaines, parce qu'on est là à transcrire nos racines, nos vécus dans ce que nous faisons, dans ce que nous proposons dans nos différentes collections. Voilà, donc je reformule alors donc la question, comment voyez-vous l'inspiration africaine alors? L'inspiration africaine, c'est, comme je l'avais dit, c'est riche. Parce que c'est riche, parce qu'on a tous nos vécus. Moi, par exemple, quand tu vois mes deux collections, ils n'ont rien à voir ensemble. Parce que avec mes humeurs, avec les tendances, c'est comme ça qu'on réfléchit. Moi, déjà, je suis danseur contemporain, donc du coup, tu peux retrouver ce côté contemporanéité dans ce que je propose comme collection. Cette nouvelle collection, c'est plus le côté très fort, surtout les tissus maliens que j'essaye de proposer, que les gens puissent vraiment voir en fait. C'est bien, c'est beau le pain. Le pain est très beau, c'est très joli. Mais je pense que tout le monde a déjà dit quelque chose sur le pain. Le pain n'est plus africain comme je veux dire, comme on essaye de dire africain. Le pain n'est plus africain en fait. C'est devenu un truc pour tout le monde quoi. Et ça devient, le pain est devenu plus folklorique, c'est plus ça en fait. Il y a plus ce mystère derrière le pain. Donc, mais je pense qu'on doit vraiment... Je ne m'interdis pas d'utiliser les autres tissus parce que la mode est universelle pour moi, franchement. Donc là, vous parlez plus qu'on devrait plus valoriser les tissus traditionnels qui ne sont pas connus par tout le monde. Voilà, à peu près. En fait, ça dépend des créateurs, ça dépend de tes inspirations. Mais moi, je suis plus vraiment dans l'optique de donner vie à nos tissus que nous, on le délaisse. Par exemple, ma première collection était un tissu de Koumatexi du Mali, un tissu qui était notre uniforme d'école quand j'étais très jeune. Mais les gens n'aiment même pas, mais moi j'ai toujours aimé. Et ce tissu est tellement beau. Maintenant que j'ai vraiment essayé de faire un truc avec ça, les gens, tout le monde aime. Juste de le valoriser. Vraiment. Donc du coup, je pense que nous, les Africains, nous qui avons des racines africaines, par exemple, tu peux être africain, mais tu peux avoir un vécu ailleurs. Tu peux vraiment vivre, en Allemagne. Donc si toi, tu dois proposer quelque chose, ça sera vraiment de la mode de là. C'est pas toi ta racine qui fait, c'est ton vécu qui peut faire cette mode en fait. Donc du coup, la mode africaine, c'est bien. C'est les Africains qui font cette mode. Et cette mode, c'est pas la mode africaine, c'est une mode universelle en fait. Voilà, c'est une mode universelle, mais déjà, elle a beaucoup de potentiel. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire, selon vous, pour plus la promouvoir? Alors, il y a énormément à faire. Énormément. C'est à différents niveaux. Il y a un niveau de l'éducation des gens, que les gens comprennent que consommer local fait avancer les choses et que c'est en croyant en nous, en investissant en nous, qu'on va s'améliorer aussi. Parce que quand on voit les défilés, ce qu'on a fourni, les gens ne s'imaginent pas les contraintes qu'on a eu à subir pour arriver à ce résultat. Parfois, moi, j'ai dit, c'est tellement frustrant. Je pense que le mot récurrent pour la plupart des designers africains, c'est la frustration de pouvoir faire quelque chose à la hauteur de nos idées, de ce qu'on a dans notre imaginaire et d'essayer de lui donner vie parce qu'on n'a pas accès à certains matériaux, à certaines techniques. Moi, j'ai étudié à Singapour, j'ai eu la chance de faire mes études de design à Singapour et à l'époque, j'avais tellement, en tant qu'étudiante, j'avais tellement de possibilités. Le plissage, peu importe les plis que je voulais, j'allais dans l'industrie qui me faisait, la découpe laser, j'avais tout. J'avais accès à tout. Ici, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Là, par exemple, la nouvelle collection tatouage, j'ai procédé à de la découpe laser.
Donc il y avait des motifs tatoués, mais en découpe laser. Alors j'ai eu 2 contraintes déjà pour trouver la machine pour faire la découpe laser. Il a fallu que j'aille dans le Fab Lab. Ici, ils ont créé un Fab Lab donc en collaboration avec l'État qui donne accès à une machine. Donc on travaille avec des personnes, donc des ingénieurs pour faire le dessin et tout. Ça a été compliqué et tout, mais ils ont été très gentils. Mais s'il n'y avait pas ce Fab Lab, je n'aurais pas pu trouver un endroit pour le faire. Et eux-mêmes, heureusement, ils avaient un peu de temps à m'accorder. Sinon, ils m'auraient dit, si je devais présenter 2 semaines plus tôt, ils avaient la biennale, ils m'ont dit, il n'y a pas le temps. Donc il y a des efforts à faire, surtout au niveau de la logistique. Mais même, par exemple, donc une fois que j'ai eu cette découpe laser, je devais la transposer sur un autre tissu. Ça, on rentre dans les trucs techniques. J'avais pas la colle pour tissu. Je l'ai commandée en France, elle devait venir, elle est arrivée trop tard. Je me suis retrouvée à faire avec de la colle un peu bizarre en local. Quand on repasse, la colle, elle transpire sur le tissu du dessus, elle tâche. C'est des bêtises comme ça. Les gens ne peuvent pas s'imaginer qu'on a des contraintes comme ça et qu'on s'arrache les cheveux au quotidien. Tout le temps, l'approvisionnement de denrées d'assez bonne qualité, parce que tout vient en made in China, les gens ne ramènent que ça, même les fermetures éclairs. Combien de défilés vous voyez, les fermetures ne tiennent pas ou quoi? Parce que les fermetures viennent de Chine. Moi, je suis obligée, c'est quand je pars en voyage, j'achète mes fermetures en France et je les ramène pour ça, pour être sûr. On peut mettre des heures et des heures de travail. Donc, si je comprends bien, il y a du travail à faire pour bien faire la promotion de la mode africaine ou de l'inspiration africaine, comme le dit notre créateur styliste. Il y a aussi une visibilité à donner. Il y a aussi vraiment, faut que, comme tu disais, au niveau du wax, le wax, moi j'ai étudié les origines et ayant été longtemps à Singapour, j'étais confrontée à l'Indonésie avec le batik et j'ai vu ce pont. Et en cherchant le wax à l'origine, c'est quoi? C'est les Hollandais qui ont voulu... Le wax, il n'est pas originaire d'Afrique. Non, le wax, l'histoire vite fait rapidement, c'est que les Hollandais ont voulu, ils ont repris les éléments d'Indonésie. Donc le batik indonésien, si vous avez vu ce que c'est qu'à l'origine, ils ont voulu industrialiser le système du batik pour fournir les Indonésiens sur ce tissu-là. Et ils ont industrialisé et ils ont amené là-bas. Mais quand les Indonésiens ont vu le niveau, le côté qui bave un peu, ils ont dit mais on se moque de nous. Ça a été rejeté en bloc. Alors Jean Kassim, déjà que je reviens sur la même question. Déjà, que faut-il faire pour promouvoir l'inspiration africaine? Bon, déjà, il faut que les Africains s'intéressent à ça, en fait, comme elle a si bien dit. Il faut que la jeunesse s'intéresse à ça. Moi, à la base, je suis danseur contemporain. J'ai étudié ça, j'ai fait 5 ans de danse. Mais me retrouver dans la mode, j'ai eu un besoin de dire quelque chose pour mon pays, en fait, de montrer au monde que le Mali aussi peut faire ça. Donc à la base, c'est un moyen pour vous de vous exprimer. De montrer ce que le Mali peut faire, en fait. Parce que quand je viens dans les Fashion Week, quand je travaille dans le backstage, je voyais les propositions des autres et quand je faisais les événements aussi au Mali, c'est pas les mêmes propositions. On est vraiment... Bon, ça va quoi. Mais il y a tout le temps des petits quoi qui ne va pas. Il y a du boulot à faire. Il y a du boulot à faire. Donc déjà, pour le Mali, je peux parler déjà sur le Mali. Pour le Mali, ce que nous devons vraiment faire, il faut que les jeunes s'intéressent vraiment à l'industrie mode. Moi, quand je voyage à l'intérieur du Mali, je vois les jeunes vendre de l'eau. Bon, l'eau au Mali, on appelle Dji. Ils sont là, des grands gaillards. Djibéa. Tu veux gâteau, tu veux de l'eau. Ça m'énerve parce que nous, on a besoin de main d'œuvre pour que les gens puissent vraiment, pour qu'il y ait une belle finition dans les propositions, pour que les Occidentaux puissent intéresser, pour que ça soit un point à porter. Parce que je pense que la mode africaine, c'est qui, bon, l'inspiration africaine, c'est qui fait pour vraiment développer cette industrie. Il faut que les jeunes s'intéressent à ça. Il faut qu'on arrive vraiment à employer les gens qu'il faut. Donc là, et pour cela, il faudrait une bonne politique aussi de la part des autorités. Surtout. Par exemple, nous, au Mali, on est obligé de travailler avec des couturiers de l'étranger, les Burkinabés, les Sénégalais, les Ivoiriens. Voilà. Justement, même nous allons y revenir après dans la seconde partie, mais là, actuellement, de la manière dont vous analysez les choses, j'ai envie de poser la question de savoir si actuellement l'inspiration africaine est compétitive sur le marché international. Oui. Ça, c'est un gros sujet. Oui.
Oui, mais... Parce que... Oui, on y va avec... voilà, on termine d'abord. Parce que quand tu vois même les propositions des grandes stars, les Beyoncé et les Rihanna et tout. Beyoncé même qu'on a vu un jour en tenue africaine, mais surtout avec un wax, avec un modèle africain. Donc quand tu vois les propositions, c'est qu'ils proposent, c'est qu'ils donnent aujourd'hui, les propositions qu'ils donnent que le monde va dire waouh. C'est généralement les inspirations africaines. Parce que c'est vraiment quelque chose de voir une star américaine dans une tenue africaine. Ça fait quelque chose. Je rebondis après, par exemple, si on prend le catwalk de Stella McCartney, qui a repris des robes mais qu'elle a mis en wax. Oui. C'est les robes de nos grands-mères qu'elle a pris, l'imprimé Vlisco. Et elle vend la robe 1350 €. Mais c'est vraiment la robe que le tailleur du coin peut faire. Donc là aussi, quand on parle de compétitivité, le problème c'est qu'il y a un rapport. D'abord, si nous on peut fournir ce niveau de qualité, et même quand on fournit ce niveau de qualité, à quel prix, mais aussi avec une certaine éthique, parce que à l'étranger, on voit avec le système de production de masse, on a atteint, on est arrivé au bout d'un cheminement. Quand par exemple H&M est en difficulté à l'heure d'aujourd'hui, donc il y a l'essoufflement d'un modèle, le modèle de production de masse, et aussi éthiquement parlant, quand on sait comment est-ce qu'ils traitent les employés. On n'a pas envie que nos employés soient traités comme ça. Là, il y a un sujet aussi, on débordera après, mais il y a une usine qui va être ouverte, gérée par des Chinois à Diamniadio. C'est un projet du chef de l'État. Voilà, donc ça, je suis désolée, mais ça remet tout en cause l'écosystème local. Pourquoi les Chinois, excusez-moi, je ne veux pas faire un cliché, mais pourquoi les Asiatiques viennent s'implanter ici? C'est qu'eux-mêmes considèrent qu'il y a une rentabilité à faire ici, plus qu'en Chine. Donc oui, nous sommes rentables, mais à quel prix et à quelles conditions? N'est-on pas en train de vendre notre âme au diable? Et là, je ne mâche pas mes mots, c'est ça. Moi, j'ai pu voir à quel point... Quand l'industrie chinoise vient dans un pays, ça tue tout un écosystème. Surtout que nous avons déjà la main-d'œuvre et l'expertise. Il y a tout. Pourquoi est-ce qu'on ne crée pas cette usine, mais pour nous, créée pour nous, par nous, parce que nous, les designers, souvent, on a parfois des commandes, on a des débouchés, mais on ne sait pas comment fournir ces systèmes-là, fournir un modèle. Par exemple, moi, je fais ce modèle, vous l'aimez, je peux le fournir donc de la taille 34 à la taille 52, ça me prendra trop de temps. Donc il y a des process. J'ai étudié, j'ai travaillé dans des trucs, je sais comment faire le patronage industriel. Ça c'est un sujet qui mérite une grande réflexion. J'ai eu cette éducation, mais je n'ai aucune machine ici qui peut le faire. Je n'ai aucun technicien qui peut me mettre ça en place. Moi, je n'ai pas le financement pour créer cette usine. Mais si par exemple M. Macky Sall venait nous voir en créant un consortium avec des compétences, cette usine nous pourrions la gérer nous-mêmes, la faire nous-mêmes. Pourquoi c'est aux Chinois de venir faire ça et exploiter des gens ici pour le faire? Voilà, bonne question, et j'espère que le message déjà est passé. Alors, Jean-Kassim, vous déjà en tant que artiste créateur, il y a de la matière première ici en Afrique, mais pourquoi ressent-on toujours ce besoin d'importer ce dont nous avons besoin? Je vous donne un exemple là même. Là, le tissu que je porte là, c'est fait Mali. Mais les Chinois ont commencé à le faire. J'ai appris ça ne vaut même pas 3 semaines. Quand c'était un manque, ils m'ont dit va dans cette boutique, mais c'est pas Mali, c'est du Chine. Mais ce jour, j'ai pleuré quoi. Qu'est-ce qui explique cela selon vous? Parce que c'est ça, c'est tout ce que je dis. En fait, les gens ne s'intéressent pas. L'État en est la cause, c'est vrai. Mais les jeunes ne s'intéressent pas à ça. Et notre éducation, parce que tous les parents veulent que les enfants viennent dans le bureau, tout calme, tu es fonctionnaire. Mais fonctionnaire pour aller faire quoi? Pour faire quoi pour l'État? Tu fais quoi? Être fonctionnaire, c'est vrai, travailler pour l'État. Mais toi, tu fais pour quoi? Quand étant dans ton bureau, tu fais quoi pour ton pays? Et pourtant, l'industrie art, puisque je suis danseur, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à dire. C'est à travers nos artistes comme Salif Keita et tout que les gens connaissent le Mali. Donc, je pense que les gens doivent vraiment... Et pourtant, si tu vois l'industrie mode, l'industrie art, c'est-à-dire les Chinois déjà, moi je les adore parce qu'ils nous facilitent la vie, mais en même temps, mais à quel prix? Ça dévalorise tout ce que nous faisons. Et ils ne sont pas seuls, il ne faudrait pas aussi se focaliser uniquement sur les Chinois, mais il y a d'autres nationalités quand même qui viennent en Afrique pour montrer leurs produits. C'est vrai. Et qui restent quand même compétitifs et assez compétitifs sur le marché. Déjà, avec la Fashion Week, j'ai eu quelqu'un qui est venu me voir, qui veut acheter mes pièces, mais en grande quantité.
Mais bon, puisque je ne veux pas de projet, je dis bon, en réalité, nous, main-d'œuvre au Mali, c'est très compliqué parce que je ne veux pas trouver. Moi, je suis danseur contemporain, mais j'ai été obligé d'aller me former dans la couture. J'ai pris 3 mois, mais je n'ai même pas fini tout, juste pour comprendre les coupes et tout. Et je fais moi-même mes collections. Mais si j'ai quelqu'un qui peut derrière qui peut vraiment faire ça, un bon tailleur, quelqu'un qui peut vraiment des bons tailleurs, vraiment des mains de vraiment qui est là, quelqu'un qui peut vraiment suivre. Mais là c'est parti. Mais là je suis obligé de dire à la personne donc ok, moi je vais faire mes tissus parce que c'est moi-même qui donne mes tissus à la teinture. Je fais les designs, je veux voir les teintures. Bon, je sais faire aussi la teinture. Donc du coup j'ai appris tout ça pour être autonome, pour que je sois. Donc il y a la matière, il y a l'expertise. Qu'est-ce qu'il manque juste? Main d'œuvre, quelqu'un pour vraiment le faire. Oui. Voilà. En fait, si on rebondit, puisque moi, bon, comme et surtout, c'est vrai que là, dans la seconde partie, il s'agira justement de parler de la formation déjà des acteurs, ce dont nous avons besoin. C'est tout de suite, dans quelques secondes, dans la seconde partie. Voilà, nous sommes toujours dans le débrief. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes dans la seconde partie et là tout à l'heure nous parlions de la formation des acteurs, n'est-ce pas Jean-Kassim? Oui, effectivement. La formation des acteurs de mode et puis tout ce qui est travail industriel et mode artisanal, c'est un gros problème pour l'Afrique de l'Ouest, là où je suis, parce qu'il faut vraiment former, il faut que les jeunes arrivent vraiment à aimer ça en fait. C'est pas juste je cherche du travail. Il ne faut pas chercher du travail. Tu viens pour t'exprimer, pour vraiment dire quelque chose pour ton pays, pour vraiment essayer d'aller au-delà de tout ce que tu veux. Essayer de t'exprimer vraiment comme il faut. Mais pour cela, pour mieux s'exprimer, c'est quand même à nos autorités d'offrir les outils nécessaires aux jeunes pour qu'ils puissent s'imprégner de leur culture. Je pense qu'elle est bien placée pour répondre à cette question. Alors, Alia, voilà. Tu évites la politique, c'est la politique, oui, déjà soutenue par les gouvernants. Alors, pour la moi, je pense que facilement, on dit souvent, oui, les politiques ou le gouvernement. Le gouvernement, bon, il pourrait amener beaucoup de réponses. Ça c'est clair, de manière plus facile et de manière immédiate. Là récemment, j'avais participé à un bootcamp, donc les formations d'entrepreneurs. Et c'était incroyable à quel point nous, dès que je disais que j'étais dans la mode, on me regardait. Non, nous c'est le social ou les nouvelles technologies. Et j'avais envie de dire, vous savez combien d'emplois moi j'ai créé à mon niveau juste pour la mode. Ils mettaient en avant des gens qui, avec des subventions et tout, la personne était seule, elle avait un concept qui n'était même pas, on n'avait même pas encore trouvé les solutions au concept, mais les investissements allaient là-bas. Parce que voilà, c'est très à la mode en ce moment, toutes les associations aiment bien investir des prix nouvelles technologies ou sociales. Social, j'ai envie de dire, il faut arrêter, il faut qu'on sorte des clichés. La mode est un vivier d'emploi. Et même socialement parlant, prendre ces jeunes filles, les former, prendre des gens et les mettre dans des bonnes conditions, leur apprendre un métier. C'est pas aller faire comptable ou quoi, c'est quelqu'un même en apprenant de ses mains, jusqu'à la fin de ses jours, il pourra faire, et peu importe où tu seras, c'est quelque chose qui est revendable partout. Moi j'ai un tailleur, du jour au lendemain il n'est plus venu. C'est 1 an après que j'ai eu ces nouvelles, il avait pris le bateau pour aller en Italie. Et il sait qu'il aura du travail. Peu importe où il ira, en France, en machin, il parle pas. Il a déjà cette acquisition. Il a cette acquisition, il sait comment travailler. Et le problème, c'est que nos jeunes n'ont plus cette patience. Il y a également les parents qui, moi, le jour où j'ai laissé, quand j'ai annoncé que j'allais faire mes études de stylisme, parce que j'ai un master en commerce international, les gens m'ont regardé en se disant, elle est folle. Et encore aujourd'hui, les gens se disent, bon, ça va, t'es pas encore fatigué? Quand est-ce que tu vas te décider à gagner vraiment de l'argent? C'est parce que tu y crois, vous y croyez plutôt que vous y êtes toujours. Voilà, c'est un métier, ça c'est important aussi à dire. Souvent on voit les défilés et tout. C'est un métier qui est difficile. C'est un métier, si on n'est pas passionné,
ça use, ça use au quotidien. Il faut vraiment que les jeunes comprennent que c'est pas on se lève et on dessine et on fait, et puis on a les gens qui applaudissent. C'est quelque chose qui demande un long cheminement, une réflexion. C'est des choses sérieuses. Ça a l'air simple, ça a l'air hyper fun. C'est 5 minutes de fun pour 3 mois de travail. Voilà. En quoi ce métier est justement difficile? C'est difficile justement parce qu'il y a des frustrations de comment pour sortir une collection. Il y a des règles à respecter. Les matières, par exemple, quand je dis ça fait 2 ans que j'essaye de faire une collection avec un tissu qui est originaire de mon pays, le kunta, qui est tissé. C'est quelque chose qu'on a depuis des décennies, des siècles, où le jour du mariage, on couvre la mariée avec ce pain tissé là. On l'appelle kunta. Mon rêve est de pouvoir faire une collection inspirée de ça, mais à l'heure d'aujourd'hui, la matière est trop lourde, elle ne tient pas, la couture et tout, ça s'effiloche. Je souhaiterais pouvoir le faire adapter, que des tisserands le prennent et le rendent plus léger, plus simple à reproduire avec une autre matière. Exactement. Voilà, mais comme avec ce principe de tisserand, parce que il faut qu'on revalorise nos choses. Et il y a des débouchés. Il y a des gens qui ont envie de porter, et même en Europe, il y a des débouchés, mais pour un certain niveau de qualité. Et le problème, c'est que les gens vont à contresens. Ils continuent à faire les mêmes choses, ils les tissent au marché, mais avec des qualités de moins en moins bonnes. Alors que le débouché, il faut que l'avenir de la mode ou de l'inspiration africaine, c'est pas d'aller en masse production et en qualité médiocre. On doit s'élever, aller au-delà et offrir quelque chose de précis, d'authentique, un savoir-faire et une patience qui est propre à notre culture. Notre culture est façonnée de cette attente, de ce savoir qui s'est transmis de génération en génération. Et c'est ça notre avenir. C'est un savoir-faire pratiqué qui a évolué, qui s'est adapté aux nouvelles technologies et qui peut s'exporter. Et ça, c'est mon message. Les jeunes, ne cherchez pas le tout vite fait tout de suite. C'est un savoir-faire. Il faut qu'on reprenne, comme Chanel qui a repris toutes ces maisons, ces ateliers de couture, ces savoir-faire qui disparaissaient en France. Et aujourd'hui, regardez, nous devons devenir les Chanel de l'Afrique et reprendre ces savoir-faire, les réinsuffler, leur donner des débouchés et les faire évoluer pour s'adapter au marché actuel. Et nous avons de quoi l'être, ces Chanel et autres marques qui existent. Déjà, quand j'ai parlé tout à l'heure de politique, vous m'avez renvoyé vers Alia, mais je reviens vers vous, Jean-Kassim Dembélé, pour que vous me dites un peu quel genre de politique aimeriez-vous que nos autorités, je peux dire, parce que je parle de l'Afrique de manière générale, mettent en place pour cette promotion de notre culture. Qu'est-ce qui manque? Déjà, il faut qu'ils nous écoutent vraiment. Parce qu'il ne faut pas qu'ils se fient juste à la facilité, au fait. Parce qu'au fait, parler c'est quelque chose, mais écouter la personne qui parle aussi, ça c'est vraiment compliqué. Ça c'est du travail, quoi. Donc il faut qu'ils prennent le temps de nous écouter, de voir déjà le peu de choses qu'on a fait, essayer de voir de quoi ça a donné quoi à faire au fait au retour. Par exemple, quand elle a commencé, je pense, j'en suis sûr et certaine. Tu as commencé à faire, ça fait 2 ans, j'en suis sûr et certaine, il y a des gens avec qui elle travaille, elle a vraiment donné de l'emploi à ces personnes. Parce que ces personnes-là vivent à travers ça. Mais imaginez, si c'est une année, elle a travaillé avec 10 personnes. L'année prochaine, 20 personnes. Donc ça va vraiment, en fait, l'Afrique est pauvre. On dit que l'Afrique est pauvre, mais les Africains sont... Non, là, les Africains sont pauvres, mais l'Afrique est très riche, en fait. Nous sommes très riches de... Ça, on n'en dit ce qu'on vient pas. Nous sommes très riches. L'Africain est pauvre, mais l'Afrique est très riche par les inspirations, comme je dis, par nos façons de faire. Donc, il faut juste que l'autorité vraiment prenne nos idées, prendre le temps de nous écouter, parce qu'ils sont trop pressés. Je vous dis un truc. J'aime pas parler de la politique parce que... En fait, quand on dit politique, c'est la manière de gérer. Oui, je comprends. La manière de gérer, en fait, c'est... Parce que chaque personne, chaque pays mérite son chef, quoi, en quelque sorte. Par exemple, la manière dont les jeunes sont pressés, c'est la même manière que les autorités, tout le monde est pressé au fait d'avoir le résultat.
Déjà, je vous donne un exemple. C'est vrai qu'on organise beaucoup de festivals et de défilés ici en Afrique de manière générale. L'exemple même de la Dakar Fashion Week, la FIMA. Déjà, nous allons y revenir par ailleurs avec l'organisation de l'événement prochainement au Maroc à Dakhla en novembre. Mais avant tout cela, on organise tout le temps des défilés, que ce soit ici à Dakar, au Congo, au Burkina et autres. Pensez-vous que ces nombreux défilés-là participent vraiment? Est-ce qu'ils ont un impact sur la promotion vraiment de l'inspiration africaine? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est à travers ces événements que le monde peut nous voir aussi. Parce qu'il faut aussi, quand tu pars dans un événement, il faut bien choisir. Il ne faut pas aller prendre toute une vie de travail, venir défiler puis que les gens t'applaudissent. Parce qu'il y a un truc, les gens font l'erreur, le public, les gens qui portent les habits font l'erreur généralement. Défiler, c'est un show. Mais de porter une tenue, c'est pas la même chose que le défilé. Parce que quelle est la différence? Le défilé, on donne le show. On met en scène. On met en scène, c'est une mise en scène. Parce que moi, même quand le défilé que j'ai au Pullman, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai eu un retour qui était vraiment génial, que j'ai aimé. Il y a quelqu'un qui m'a dit que franchement, quand mon passage, c'était comme si c'était une pièce de théâtre ou une pièce de danse. Parce que vous avez mis en valeur la culture africaine. Voilà, j'ai fait une mise en scène. Même avec les ceintures que j'ai utilisées, les trucs. Par exemple, parce que moi j'ai défilé avec hommes. Mais cette collection, une femme peut porter, mais il faut juste que j'arrive vraiment à adapter à la femme. Donc du coup, le défilé c'est une mise en scène. Donc c'est défilé de mise en scène. Il faut que les gens arrivent vraiment à comprendre que le défilé, les tenues que on porte au mannequin, il peut se trouver dans cette tenue. Mais autrement en fait. Donc il faut qu'ils viennent vers nous et on n'est pas si cher quoi. Donc si je comprends bien les propos de Kassim, tous ces nombreux festivals, c'est une manière d'exprimer, de montrer plutôt le talent africain, mais il faudrait quand même qu'ils en profitent. Moi, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, je vais dire quelque chose que les gens n'osent pas forcément dire dans notre milieu. Ces festivals-là sont très bien. Ça montre une vitrine de ce qu'on est capable de faire, ça nous donne une visibilité que d'habitude, nous, dans notre coin isolé, on n'aurait pas. Par contre, il y a des petits éléments, moi, où je tiens à dire, où justement, malheureusement, en Europe, même dans les pays d'Afrique du Sud et tout ça, les pays anglophones, les défilés, c'est pour vendre. Il y a des acheteurs. Moi, souvent, on me demande est-ce que vous vendez vos collections après les défilés? On ne vend jamais. Nous, en Afrique de l'Ouest, on ne vend jamais nos collections. Pourquoi? Parce que, en fait, ici, la plupart du temps, c'est vu comme un spectacle. Les gens viennent voir un défilé de mode. C'est pas les acheteurs, c'est pas les potentiels acheteurs qui viennent. Ce sont des gens qui viennent regarder un show. Est-ce que cela aussi, ce n'est pas la faute, excusez-moi, est-ce que ce n'est pas la faute aux organisateurs aussi qui devraient prendre en compte ce genre de paramètres? C'est pas de leur faute. Les organisateurs créent un événement. Ils appellent ces gens, ces potentiels. Et bon. Mais le truc, c'est que aussi, peut-être que nos réseaux aussi ne sont pas encore organisés sous forme de gens d'acheteurs. Et aussi, je pense qu'ils sont conscients, ces acheteurs, que même s'ils viennent et que, par exemple, quelqu'un vient me voir et me dit « j'ai adoré la veste numéro 3, je veux 50 comme ça ». Aujourd'hui, moi, je ne peux pas fournir ces 50. Donc, je pense qu'eux aussi sont conscients de nos limites. Donc, c'est aussi à nous de nous moderniser, de montrer aux acheteurs qu'on est là. C'est à nous aussi moi, j'essaye de voir maintenant vraiment avec certains designers au Sénégal, de créer un collectif de jeunes créateurs regroupant donc avec certains standards de qualité et où on montrera, voilà, on fait un catalogue, voilà, ben tenez, voilà le catalogue de ce qu'on peut, le Sénégal peut vous proposer. Et là, vraiment, ça rentre dans le jugement de tout un chacun. Les gens, ils vont dire, ah ben tiens, j'aime le modèle numéro 3 de tel créateur, j'aime le modèle numéro 3 et on ne se fait pas concurrence parce qu'il y a une telle diversité chez nous. Les créateurs, nous-mêmes en backstage, les gens pensent que c'est un monde de loups, mais entre nous, quand il y a une certaine éthique, il y a une certaine manière, on est fraternel, on écherge des conseils, on se fait des que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'elle a dit tout à l'heure? Oui, en fait, j'allais revenir. Par exemple, quand elle... J'ai oublié. Franchement, je vous rafraîchis la mémoire. Déjà, elle parlait du fait que quand on y va pour défiler, si je ne me trompe pas, en général, les gens viennent que pour le spectacle, mais pas pour acheter. Ça me revient, merci. En fait, les acheteurs, quand je dis c'est à deux points des événements. C'est l'organisation qui doit vraiment insister pour que les gens viennent regarder. Par exemple, quand regarder et surtout acheter. Acheter pour que les assistants puissent venir, en fait. Parce qu'en fait, il faut pas organiser un événement pour le show. C'est ce que je voulais, pour juste applaudir, c'est pas ça.
Il faut juste qu'ils arrivent vraiment à mener ce beau public qui veut acheter ici, dans notre Afrique, parce que c'est pas donné à tout le monde d'aller se vendre en Occident. Par exemple, c'est triste, Et bien avant d'aller se vendre à l'Occident, déjà se vendre ici, dans le continent même. C'est l'exemple déjà que j'avais donné du Festival international de la mode africaine, qui sera bientôt organisé en novembre à Dakhla, au Maroc. Déjà, il y a cette coopération sud-sud, cette coopération entre la zone subsaharienne et le Maghreb. On peut dire que c'est une manière quand même de promouvoir la mode interafricaine et permettre à d'autres pays de connaître la mode de certains. Et déjà, quelles sont les perspectives selon vous? Ce que ce genre d'événement a à offrir, par exemple? Déjà, ça a déjà donné beaucoup de choses déjà, parce que le fait que nous, à Léabar, moi, Jean Amélie, se projeter dans cette vie qui est la mode, ça a vraiment fait beaucoup de choses déjà. Mais ce qu'il peut faire pour nous qui sont déjà là, c'est vraiment d'ouvrir, d'avoir les acheteurs déjà pour nos collections. Mais les acheteurs, c'est bien, mais il faut que nous aussi, on arrive vraiment à réfléchir, se structurer et à réfléchir pour ce qu'on peut proposer à ce beau monde déjà. Il faut pas que ça soit du déjà vu, il faut que ça soit un truc que les gens peuvent s'identifier dedans, c'est vrai. Donc, parce que généralement, je vais vous dire un truc, au Mali, généralement, on dit généralement que les gens n'aiment pas porter le borlan. Quand tu portes le borlan seulement, nous, quand je porte le borlan, généralement, on dit que lui, c'est pas malien, c'est pas malien, oui, il est venu d'ailleurs. Bon, c'est à nous de valoriser. Voilà, c'est à nous de valoriser, mais c'est les créateurs aussi de valoriser ce tissu. Quand elle dit que le tissu nigérien qui est lourd là, notre climat ne nous permet pas de porter ce genre de trucs. Donc, c'est à nous les créateurs de s'adapter, c'est nos cultures, nos racines à cette mode au fait, pour que les gens puissent s'identifier dedans, les gens puissent le porter agréablement. Donc, c'est tout un travail que chacun doit faire d'abord. Mais pour les promoteurs d'événements et tout, donc eux, ils doivent plus penser vraiment à nous faire venir les acheteurs. Et c'est-à-dire à nous faire venir les acheteurs et aussi à nous pousser vraiment aller au-delà de tout ce que à surpasser pour qu'on soit vraiment aux qualités au niveau international qui est vraiment les finitions et tout, parce que c'est très important. La finition surtout, ce qui pose problème de manière générale en Afrique. On sait créer, on sait inventer, on a de l'inspiration comme vous le dites, mais c'est cette finition, le produit fini en général, qui pose problème. Ça, moi, c'est un coup de gueule parce que c'est quelque chose, moi, sur lequel je suis très pointilleuse. Je passe énormément de temps, un vêtement à moi, mais 2 fois plus de temps que certains, parce que vraiment, les finitions, c'est quelque chose. Et c'est là souvent que, dès qu'on parle de mode africaine, les gens sont ah oui, c'est joli de loin, machin. Et c'est là que Instagram fonctionne aussi. Les gens postent des trucs super, mais quand on regarde derrière, on regarde le truc à porter au quotidien, il y a des frustrations. Et le problème, c'est que même nos gens, en termes d'éducation, certains, c'est le vite fait. Tant que ça a l'air bien et tant qu'on peut faire la photo à poster et que ça a l'air sympa, ça passe et il y a une décrédibilisation. Et là, même dans ces festivals, dans ces rencontres et tout de mode, contrairement à l'Europe, on mélange tout. On mélange du prêt-à-porter, du costume et du couture. Donc, des fois, les gens ne sont pas forcément éduqués pour comprendre. Moi, je travaille sur des coupes, des silhouettes assez simples, mais très près du corps, et les gens ne comprennent même pas cette complexité à arriver à des coupes et à un tombé comme ça. Et parfois, on me compare juste avec des trucs très larges. J'aurais pu faire exactement la même chose en 3 fois moins de temps, mais il y a des fois des éléments comme ça. Il faut comparer ce qui est comparable. Je ne me compare pas à telle personne en prêt-à-porter quoi, parce que c'est un autre domaine. Quand justement on fait un défilé, on se met en scène et on montre un univers. Donc quand on cherche à comparer 2 créateurs et 2 univers différents, comme certains aiment à le faire, c'est pas forcément comparons ce qui est comparable au même. Mais tout à l'heure, vous l'avez dit dans vos propos, j'ai envie de savoir, vous l'avez dit durant le défilé, vous proposez des modèles, mais après, quand il s'agira de reproduire 50 de ces modèles-là, c'est un problème qui se pose déjà par rapport à la matière. Dans l'immédiat,
ce que je voudrais dire. Quel est ce plaidoyer que vous avez par rapport à cette... bon, le mot m'échappe un peu, pour déjà résoudre ce problème? C'est un accompagnement. Donc là, oui, c'est un appel aux gouvernants, mais également même il y a des investisseurs, il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui ont de l'argent à investir, il y a des compagnies qui investissent justement, comme je vous disais, pour les pépinières de jeunes entrepreneurs dans le milieu tech, dans le milieu social. Mais arrêtez, venez voir la mode, vous avez des retombées concrètes, on vient vous faire un défilé ethnique, un défilé social, vous voulez ce que vous voulez, mais investissez chez nous, donnez-nous un accompagnement. Il y a des bootcamps de jeunes dans les nouvelles technologies qui les aident. Donc avec des gens expérimentés, on les enferme pendant un mois, même chez les artistes, chez les peintres, chez tout, on les enferme pendant un mois, une résidence où ils n'ont rien à payer, ils sont pris en charge. Donc ils ont tout le temps de s'ouvrir, de réfléchir à ça. Mais ça, il n'y a pas pour la mode. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Ça existe dans le milieu social, enfin dans le domaine du social, ça existe pour des designers dans tous les domaines, ça existe pour les nouvelles technologies, la mode qui est un vivier. Nous sommes les ambassadeurs. Nous sommes les meilleurs ambassadeurs pour l'Afrique. Regardez la France aujourd'hui. Si ce n'est pas la mode, quand ils voyagent et tout, quand on pense à la France, on pense à quoi? On pense d'un côté à la nourriture et c'est quoi l'autre? C'est la mode. Si nos gouvernants et si même les entrepreneurs se rendaient compte du potentiel qu'on représente, montrer qu'il y a de l'excellence africaine, made in Africa, même si ce n'est pas le cliché du wax, mais c'est made in Africa. Moi, mes collections, le tatouage, c'est fait par un artiste local qui a passé du temps. C'est réfléchi par toi-même, qui est une africaine déjà. Donc, mais mettez-le en avant. Alors, Jean-Kassim, rapidement, avant de terminer cette émission. Donc, je pense que ce système qui est le système de pouvoir donner vie à cette industrie qui est vraiment la mode africaine, l'inspiration africaine, c'est que l'autorité, les investisseurs doivent juste savoir que même si un fou, le plus fou du monde, il a besoin de l'habillement. Et déjà, moi je pense, si je peux me le permettre, c'est déjà à nos autorités déjà de faire la promotion de nos stylistes et designers africains. En quoi faisons déjà lors des conseils ministériels, on voit nos dirigeants en costard et voilà, ils sont bien habillés en costume, très beaux, mais ça serait plus beau s'ils étaient en tenue traditionnelle, en aidant par exemple un jeune designer qui est en train de chercher sa voie, en l'aidant à aller de l'avant, en portant ses créations. C'est une manière de faire la publicité quand même de l'inspiration africaine. Ça, je suis d'accord. Mais même là, justement, certains de nos chefs d'État ou autres vont en boubou traditionnel. Je suis fatiguée, moi, de voir tous ces sommets où ils viennent justement avec leurs grands boubous comme ça. Et ça fait le cliché. Ah ben ça y est, l'Africain est là. Et en plus, il occupe l'espace sur les photos. Non, l'Afrique a évolué. Nous sommes modernes. On a notre identité, mais elle a évolué. On s'est approprié des choses. On a pris ce qu'on a trouvé de bien chez les autres. Mais on a notre identité forte. Donc, nos dirigeants, nos trucs, s'ils commençaient justement à travailler avec des créateurs comme nous, on pourrait faire des choses à leur image, moderne, adapté, et on nous respecterait peut-être un peu plus. Est-ce qu'on entend dans les sommets, les machins, ce qu'on dit sur nos dirigeants, nos chefs d'État? J'ai beaucoup de clientes qui viennent me voir justement pour les accompagner, pour leur proposer des choses à la fois modernes qu'elles peuvent porter n'importe où, et ça marche, ça fonctionne, les gens viennent les voir, et ce sont mes meilleures ambassadrices, et que nos chefs d'État ou nos dirigeants commencent à venir vers nous et arrêter le grand boubou. On peut les mêmes broderies, le même travail, la même identité, mais avec de la modernité. Voilà, vous êtes d'avis? Oui, je partage son avis. Même moi, j'ai vraiment beaucoup de clients ici qui me demandent, qui travaillent souvent les diplomates. Et c'est vraiment c'est les ambassadeurs vraiment de ce que je fais. Parce que tu arrives vraiment à les faire porter des choses soi-disant africaines sans imposer. Sans vraiment imposer. Donc c'est très important. Les grands boubous, c'est bien. Par exemple, même le bazin. Tu portes le bazin. Si j'avais le bazin où chaque fois il allait avoir les bruits sur le micro. Donc des fois, c'est bien de porter ces trucs, mais il faut l'adapter à la situation. Donc pour carrément boucler la boucle, qu'est-ce que ce message que vous demandez aux dirigeants, aux acteurs aussi de la culture? Il faut juste que... moi, je suis tout le temps avec les jeunes. Parce que je pense que tout ce qu'on dit là, c'est les jeunes qui le font. Même les acteurs, les politiciens, c'est les jeunes. Ils nous suivent, au fait.
Donc il faut que juste que les jeunes arrivent vraiment à faire une prise de conscience et venir voir aussi que tout se passe aussi dans ce milieu de la mode. Merci. Voilà. Et vous, Lia? Moi, c'est, à part les politiques et autres, moi c'est juste, je m'adresse à tout le monde. C'est croyez en nous, tout simplement. Peu importe d'où vous venez, croyez en notre potentiel parce qu'il est là. On est motivé, on a une passion, on a une vision de l'Afrique qui est très positive et qui est très à la fois humble mais avec beaucoup d'ambition. Et donc croyez en notre potentiel et aidez-nous à développer, à donner l'envergure que nous voudrions à cette mode-là. Voilà, comme vient de dire Alia Barré, croyez en leur création. La mode africaine ou l'inspiration africaine, comme le dit Jean-Kassim Dembélé, elle est très belle, elle est vibrante, elle est belle de manière générale et en juger par la tenue que je porte. La mode africaine, elle a sa place dans le monde. C'était le débrief. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre débrief, toujours sur Médian TV Afrique.